Bonjour à tous et bienvenue. Je me présente, mon nom est Sarah et je serai votre animatrice dans le cadre de cette présentation qui porte sur le DESS en leadership et gestion des établissements scolaires. Avant de débuter, je voulais vous faire part de quelques petites précisions. Donc, tout d'abord, cette séance est enregistrée. Votre micro sera donc fermé pour toute la durée de la conférence. La conférence est d'une durée de 45 minutes, donc il y aura 20 minutes de présentation et 20 minutes allouées à la période de questions. Vous pouvez utiliser la section Q&R ou Q&A qui se trouve au bas de la fenêtre pour poser vos questions et nous allons y répondre de manière orale. Cette conférence sera accessible après sa diffusion sur le site des Portes ouvertes du service de l'admission et du recrutement. Je vais maintenant céder la parole à notre conférencier, M. Marc-André Deniger, qui va vous partager tout ce qu'il y a à savoir quant au DESS en leadership et gestion des établissements scolaires. Bonne présentation. Alors, merci. Bonjour à tous. Mon nom est Marc-André Deniger. Je suis le responsable des études supérieures professionnelles au département d'administration et fondement de l'éducation, qui est entre autres responsable du DESS en leadership et gestion des établissements. Si vous le permettez, je vais faire un petit partage d'écran pour vous faire une présentation rapide du programme qui nous intéresse. Juste un petit moment que je m'ajuste comme il faut. Alors, voilà. Le programme dont nous parlons aujourd'hui ensemble s'adresse à des gens qui veulent accéder à la fonction de direction d'établissement scolaire ou de direction adjointe. Habituellement, on commence en étant un adjoint ou une adjointe avant d'assumer la direction d'une école. Et on parle ici surtout et avant tout des écoles primaires et secondaires. Les gens qui occupent ces fonctions ont été nommés par ce qu'on appelait jadis une commission scolaire, qui se nomme maintenant Centre de services scolaires, qui est l'employeur des personnes. Alors, habituellement, on va retrouver dans les cohortes ou dans les groupes auxquels nous enseignons au DESS, soit des gens qui ont été nommés dans la fonction par leur employeur, à qui on donnera une période de 4 à 5 ans pour terminer l'ensemble de la formation au DESS qui est requise par le ministère de l'Éducation pour obtenir un tel poste, soit des gens qui sont actuellement enseignants ou enseignantes et qui se destinent un jour à faire une transition vers le noble métier de direction d'établissement scolaire. Alors, les directions scolaires maintenant, si vous me permettez un peu de parler de cette fonction, les directions d'établissement scolaire ont beaucoup de responsabilités qu'ils doivent rendre des comptes d'abord et avant tout au conseil d'établissement de leur école. Ils travaillent, entre autres, ils sont responsables de la réalisation d'un projet éducatif et de certaines obligations légales qui sont faites à l'école, comme par exemple l'établissement d'un plan de lutte contre l'intimidation et évidemment sa mise en œuvre active, souhaitons-le. Ils sont en contact régulier avec ce conseil d'établissement qui partage les pouvoirs d'approbation de certaines décisions ou de consultation à d'autres chapitres. En fait, les directions d'établissement ont également un ensemble de responsabilités de nature pédagogique qui sont résumées ici. Je ne m'y attarderai pas inutilement, on pourra y revenir dans nos échanges. Elles ont aussi un ensemble de responsabilités au plan de la gestion des ressources humaines, réponse aux besoins du personnel, perfectionnement, développement professionnel des enseignants, gestion des conventions collectives, etc. Elles ont aussi des responsabilités au plan des ressources matérielles, l'affectation des ressources appropriées, bien appareillées en fonction des différents projets que l'école mène. Nous parlons ici de l'ensemble des ressources, que ce soit les ressources humaines, les ressources matérielles, les ressources temporelles, évidemment, et tout ce qui a trait au soutien et à l'accompagnement des équipes écoles relève de leurs responsabilités premières. Et on a également un certain nombre de responsabilités qui sont reconnues par la loi sur l'instruction publique au poste de direction adjointe qui sont résumés ici sur la diapositive.
l'adjoint existe dans certains établissements où un nombre suffisant d'élèves justifie la nomination d'adjoints et d'adjointes. Il y a habituellement une répartition des responsabilités et des tâches entre la direction et ses adjoints qui peut varier, qui est laissée à la discrétion des gens qui dirigent l'établissement. Il y a des qualifications minimales requises pour accéder à la fonction de direction d'établissement qui ne sont pas sans effet sur l'admission dans un programme. La première, c'est que les gens qui accèdent à la direction d'établissement habituellement sont détenteurs d'un baccalauréat en sciences de l'éducation ou à tout le moins d'un grade universitaire de premier cycle dans un champ d'études qui est approprié et similaire à celui de l'éducation. On exige habituellement un certain nombre d'années d'expérience pour devenir direction, soit environ 8 ans et 5 ans dans le cas des adjoints. Règle générale, ça peut varier d'une commission scolaire à l'autre. L'autre élément important, et ce n'est pas une exigence universitaire, c'est une exigence des employeurs, quelqu'un qui devient directeur ou directrice d'école doit détenir une autorisation permanente d'enseigner, c'est-à-dire ce qu'on appelait jadis le brevet d'enseignement. C'est-à-dire que les postes sont réservés à des gens qui détiennent une telle autorisation, ce qui ferme malheureusement la porte d'entrée à des gens qui ne détiendraient pas de telles autorisations d'enseigner. Voilà, poursuivons. La formation du DESS comporte 30 crédits et le programme a été complètement révisé récemment. Je vais l'expliquer. Il a été révisé récemment pour, évidemment, le mettre à jour et tenir compte de certaines réalités et enjeux qui avaient énormément changé au cours des dernières années dans le monde de l'éducation, qui est quand même un monde, je rappelle, qui est en une espèce de changement perpétuel, voire en changement concomitant. Et le DESS comporte donc 30 crédits pour autoriser à la fonction, mais les gens qui veulent le faire peuvent poursuivre ensuite des études à la MED et compléter les 30 premiers crédits par 15 autres crédits qui leur donneront accès à un diplôme de maîtrise professionnelle ici, une MED, pas une maîtrise de recherche. Et les deux programmes sont des programmes gigognes, c'est-à-dire que si vous avez terminé, complété un DESS de 30 crédits, ces crédits vous seront reconnus lors du passage à la MED. Donc, vous aurez franchi 30 crédits sur 45 d'une maîtrise. Bon, les orientations de la formation ont été revues il y a 2-3 années à peine et recentrées autour des notions de leadership en termes d'apprentissage, de mobilisation des personnels de l'école, de réalisation de projets d'établissement qui sont conçus et partagés avec l'équipe école, qui visent évidemment l'apprentissage et la réussite de tous les élèves. Quand nous avons révisé le programme, nous avons accordé une attention particulière à la réalité métropolitaine, à la réalité de Montréal et de ses couronnes, Rive-Nord, Rive-Sud. En particulier, on a recadré le programme pour tenir compte de réalités typiquement montréalaises, je dirais, celle de la défavorisation, celle de la pauvreté, parce que Montréal compte à peu près 75 à 80 de ces établissements qui sont des écoles de milieux défavorisés. On a cru bon d'insister davantage sur une formation appropriée pour faire face à cette réalité et aux enjeux qu'elle comporte. Il en va de même, vous l'aurez compris, avec la question de la diversité ethno-culturelle, qui est une réalité qui est davantage répandue sur Montréal, Rive-Nord, Rive-Sud également. Puis également, un autre aspect particulier auquel les directions devaient faire face, un autre défi considérable,
c'est celui d'une concurrence scolaire qui est plus accrue dans le grand centre urbain que nous sommes qu'ailleurs au Québec. Concurrence, d'une part, de l'école privée, bien entendu, mais concurrence également d'une espèce de, je dirais, de public écrémé qui s'est relativement élitisé pour faire face à la concurrence du privé. Donc, la nouvelle réalité de l'école montréalaise, c'est celle d'un système un peu à 3 étages, si vous voulez, celle d'un régime privé, public, avec options relativement sélectives, et ensuite un public que l'on pourrait appeler. Donc, cette réalité-là est vraiment plus prononcée chez nous qu'ailleurs au Québec. Et il fallait, je dirais, équiper les gens pour faire face à ces réalités concurrentielles. Évidemment, quand on parle de ce que je viens de vous souligner, ce qui est au cœur du travail d'une direction en termes de valeurs mises de l'avant dans le travail, ce sont une espèce de triangle entre les notions d'équité, de qualité du travail et d'efficacité que nous tentons de, je dirais, conjuguer dans la formation et dans la pratique de nos gens. Les publics cibles, j'en ai parlé, ce sont des gens qui se destinent à la carrière et qui y ont accès. Ce sont des gens aussi qui sont habituellement invités à se former à l'intérieur de référentiels de formation et de compétences qui ont été mis en œuvre par leur employeur, pas juste par l'université. Ça veut dire que nous, comme profs et nous, comme responsables de programme, on fait continuellement des arrimages avec une partie de la formation qui sera assumée ou de la socialisation professionnelle, si vous préférez, qui sera assumée par le milieu professionnel de l'étudiante et de l'étudiant. Alors, grosso modo, notre propre référentiel ressemble à ce qui suit. On prône des capacités le développement de capacités de vision, de rigueur, de qualité au plan des communications et des relations interpersonnelles, avec une insistance assez forte sur une éthique de justice sociale et un sens politique, c'est-à-dire le développement d'habiletés stratégiques chez les futures directions d'établissement. Et ces capacités agissent un peu comme des transversales pour le développement de 5 grandes compétences. La première a trait au rôle de mobilisateur de l'école et de sa communauté et des élèves. La seconde compétence a trait à tout ce qui concerne la mise en œuvre d'une organisation qui est capable de soutenir l'amélioration des pratiques et la réussite des élèves et l'efficacité des maîtres. La troisième compétence, c'est tout ce qui a trait évidemment à la gestion des personnels scolaires, parce qu'il n'y a pas qu'un type de personnel scolaire, au développement de leurs compétences, à la mise en œuvre d'une culture de développement professionnel, à la promotion du travail collaboratif, à titre d'exemple. La quatrième compétence vise à combiner efficacité, efficience dans la gestion de l'ensemble des ressources dont disposera une direction d'établissement et à l'appariement adéquat de ces mêmes ressources aux projets qui sont mis en œuvre dans son établissement. La cinquième compétence, c'est de viser une pérennité de l'amélioration, c'est-à-dire d'apprendre à des gestionnaires comment on vise une amélioration constante de l'établissement, la création d'une culture d'innovation et une bonne compétence au plan de la gestion de changement, par exemple. Alors, grosso modo, ce sont les grands points cardinaux de notre référentiel de compétences. Pour illustrer comment ça se passe, je dis bien ici, dans l'idéal, nous avons fait ce merveilleux graphique qui ressemble d'ailleurs à la ligne bleue du métro de Montréal. Alors, il y a différentes stations qui correspondent ici à
la progression normale des cours, cette progression ne se présente pas toujours comme ça. Elle se présente comme ça idéalement lorsqu'on forme une cohorte, par exemple des gens 30, 40, qui appartiennent toutes, qui ont toutes la même appartenance chez le même employeur, qui, eux, seront davantage formés en suivant le plus possible l'ordre des cours, l'enchaînement des cours, qui ont quand même une certaine imbrication les uns par rapport aux autres. Ça demeure un idéal type, j'insiste. Par exemple, pour des gens qui ne sont pas encore à l'emploi, les enseignants qui aspirent à la fonction, il est à peu près certain que le scénario ne suivra pas nécessairement de façon rigoureuse le développement, le cheminement, dis-je, tel qu'il est décrit ici. Mais la raison pour laquelle on a établi ce cheminement type, c'est pour qu'on comprenne bien que certains cours sont prérequis au suivant. Dans l'idéal, vous auriez dû faire tel cours avant de passer à l'autre afin de disposer de certains acquis pour poursuivre les formations. Vous noterez qu'il y a ici 2 cours particuliers qui sont inscrits en foncé dans la description, qui s'appellent les savoirs institutionnels. Les savoirs institutionnels, ce sont des cours qui servent à l'employeur pour transmettre à ses employés ou futurs employés des éléments de sa propre culture organisationnelle, ce qui fait que dans plusieurs cas, ces cours, la dispensation même de ces cours sera assumée par des gens de votre commission scolaire ou maintenant centre de service scolaire. Parfois, il se peut qu'on demande à un responsable, un professeur du DESS de l'assumer, mais il ne faut pas se surprendre que dans d'autres cas, ça soit assumé par vos propres employeurs. Alors ici, on a essayé de résumer un rythme ou une durée de cheminement, encore une fois, dans un idéal type. À la première année, comme ce sont des gens habituellement en emploi, il faut s'en rappeler, on visait la réalisation de 6 crédits qui sont décrits ici. La deuxième année, 9, la troisième année, 9 et la quatrième année, 6 crédits. C'est un rythme suggéré. Ça ne se passe pas nécessairement comme ça toujours, mais on peut penser que globalement, une fois engagé, quelqu'un poursuivrait une formation tout en travaillant qui s'étendrait sur une durée normale, dans tous les sens du mot normal, d'une durée de 4 ans. Les dates d'admission, je préfère laisser ma collègue Amar y répondre, Alem Amar y répondre dans les échanges parce que, effectivement, la date d'admission pour l'automne prochain demeurerait le 1er juillet. Les autres sont probablement sujets à modification. Il y a des exigences à l'admission en termes de moyenne obtenue qui devraient graviter autour de 3 sur 4,3. Puis, justement, dans notre département, on a l'habitude d'accompagner assez étroitement, d'ailleurs, je dois dire, et j'en suis particulièrement fier, les gens qui veulent faire des demandes, qui veulent demander des équivalences ou qui se posent toutes sortes de questions, qui ont besoin d'aide avec leur demande d'admission, les documents à joindre, etc. C'est pour ça que cette dernière diapositive vous fournit les coordonnées de l'extraordinaire technicienne en gestion des dossiers étudiants, Mme Chantal Viault, qui pourra vous accompagner dans vos futures démarches. Voilà, qui complète cette brève présentation. Je vais mettre fin au partage d'écran et redonner la parole à notre animatrice. Donc, M. Denigier, merci beaucoup. Nous allons prendre le temps qui nous reste pour répondre aux questions qui nous ont été posées. Donc, une première question pour vous. Je suis étudiante à l'Université de McGill et je finis cette année. Je finis mon bac en enseignement. Je veux continuer mes études et faire un doctorat aussi. Est-ce que les cours se donnent en soirée? Comment ça fonctionne exactement? En fait, je veux travailler de jour en tant qu'enseignante et faire mes cours en soirée. Est-ce possible?
Oui, excusez-moi. J'attendais que quelqu'un me fasse un signe quelconque. Oui, c'est tout à fait possible. Plusieurs cours sont donnés en soirée, en fait, puisque nous travaillons avec des gens qui sont en emploi, qu'ils soient déjà en fonction de direction d'établissement, qu'ils soient déjà en fonction comme enseignant ou enseignante et qu'ils se destinent un jour. Oui, donc c'est beaucoup, beaucoup des cours le soir. C'est beaucoup une offre aussi qui se déploie au moment où vous êtes moins occupé dans vos emplois. Par exemple, des offres de cours concentrées aux sessions d'été, par exemple, où nous avons développé plusieurs offres au cours des dernières années. Cependant, dans votre question, il y a une autre question là, qui est plus préoccupante. Vous dites, je veux faire un DESS, puis un jour devenir faire également peut-être même un doctorat. Attention, je ne vous empêche pas de le faire. Au contraire, je n'ai rien contre les gens qui ont un doctorat. J'en ai moi-même un. Mais attention, le DESS est une filière de qualification professionnelle. Alors, si vous voulez poursuivre au doctorat, il faudrait poursuivre dans un doctorat professionnel. La détention d'un DESS et même d'une maîtrise professionnelle n'assure pas automatiquement l'admission dans un doctorat de recherche, le PhD traditionnel. Il peut, cependant, mener à un doctorat professionnel qui existe chez nous d'ailleurs depuis 2 ans ou 3 ans maintenant. Alors, c'est juste pour ne pas vous induire en erreur quant à la possibilité automatique de passer d'une filière de formation d'enseignement supérieur professionnel à une filière d'enseignement supérieur traditionnel, recherche. Certains obstacles peuvent se poser à ça. Je préférerais vous répondre tout de suite que l'avenue pour vous, ça serait un doctorat professionnel, pour ne pas vous induire en erreur. Super, merci beaucoup. On a une autre question. Est-ce possible de faire cette formation en 2 ans? En tenant compte des contraintes de l'offre de cours, si l'offre de cours est là, oui, mais en fait, ça dépend énormément de votre propre disponibilité, évidemment. Si vous êtes disponible pratiquement pour faire des études à plein temps, je dirais que 2 pleines années, hein, en comptant 6 trimestres, serait plus prudent parce qu'il y a aussi le déploiement, c'est-à-dire que les cours que vous voulez suivre doivent se donner au moment opportun. Mais à première vue, si vous êtes disponible pratiquement pour être sur un profil plein temps, il ne devrait pas avoir d'obstacle majeur au fait de réaliser le DESS rapidement. J'ajoute un certain nombre d'informations avant qu'on me pose la question. Si vous provenez d'une autre université et que vous avez déjà suivi des cours apparentés à un autre DESS, hein, ça existe dans d'autres établissements, oui, nous sommes ouverts à la négociation de reconnaissance d'équivalence de cours, c'est-à-dire de dispense de certains cours parce que nous avons trouvé dans votre formation antérieure ou votre formation d'ailleurs des équivalences de cours. L'autre possibilité qui s'offre à des gens qui sont déjà en exercice ou qui arrivent au DESS avec une vaste expérience professionnelle antérieure dans le domaine de l'enseignement. Je pense aux conseillers pédagogiques, par exemple, ou aux enseignants qui ont une longue feuille de route. Il existe maintenant la possibilité de faire des demandes de reconnaissance d'acquis expérientiels dans notre université. C'est-à-dire que certains cours pourraient être reconnus comme équivalence, non pas parce que vous avez suivi un cours équivalent, mais parce que vous avez cumulé plusieurs expériences personnelles qui sont apparentées au contenu de ce cours et qui pourraient nous faire penser que vous avez déjà atteint un niveau de compétence suffisant. Alors, ça se fait à la demande. Vous êtes accompagné par une personne ressource pour monter un dossier de reconnaissance d'acquis d'expérience. Il vous montre comment élaborer votre dossier. Je dis il parce que c'est un monsieur. Et il vous explique comment bien remplir à votre avantage les documents. Il vous explique quelles preuves à fournir, puis ensuite le responsable, c'est-à-dire moi,
fait une analyse du dossier et accorde ou pas une dispense de certains cours, cette fois-ci sur la base d'acquis expérientiels et non pas de cours que vous avez déjà faits. Super, merci beaucoup. On a une autre question. Est-ce que les cours se font en présentiel ou en ligne pour la plupart du cheminement du DESS? Bien, malheureux. Je ne sais pas si c'est malheureux, mais heureusement. C'est-à-dire qu'actuellement, ils se font à peu près en ligne, là, exclusivement. Il n'y a plus de présentiel. De toute façon, il n'y a plus, à l'exception des cours de laboratoire, de cours en présentiel à l'Université de Montréal actuellement, et ce, incluant la session d'hiver 2021. Après ça, nous ne savons pas. Mais habituellement, ils se tiennent effectivement en présentiel dans des formules qui peuvent varier du cours traditionnel de 15 fois 3 heures, comme tout bon cours traditionnel à l'université, ou de formules concentrées, plusieurs jours de fin de semaine à quelques fins de semaine répétitives, ou au contraire, un bloc de 6-7 jours de formation intense en session d'été. Mais la tradition, c'était le présentiel, qui a évidemment été substitué dans le contexte actuel, temporairement, tout le moins, pour des cours à distance. Ce qui a donné lieu à un développement quand même relativement intéressant, c'est que maintenant, on a plusieurs profs qui étaient habitués de travailler en présence, qui sont maintenant capables de faire beaucoup plus de multimodal, c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire un enseignement traditionnel très bien soutenu par des ressources qui peuvent être étudiées ou approfondies par des étudiants avant ou après les séances. Alors, on est rentré, qu'on le veuille ou non, dans un mode de mixité de l'enseignement qui a probablement des chances de se perpétuer quand on va revenir dans nos salles de cours. Mais vous parlez à un prof qui célèbre sa 38e année d'enseignement cette année. Ce n'est pas que je suis rébarbatif à l'enseignement à distance, mais quand même, avouons-le, nous préférons grandement, surtout dans des métiers où il y a beaucoup de compétences relationnelles, hein, nous préférons grandement de vous voir en présence dans une salle de cours et nous souhaitons ardemment y revenir le plus tôt possible. Excellent, merci beaucoup. Nous avons d'autres questions pour vous. Quel est le nombre d'étudiants acceptés? Ah mon Dieu, écoutez, vous me posez une grosse colle, mais le DESS, à l'heure actuelle, c'est un des programmes professionnels le, le plus populaire de notre faculté. Il attire beaucoup et je pense que nous admettons, grosso modo, entre 100 et 200 personnes par année, là. Super, merci. Juste pour compléter, les refus, habituellement, évidemment, ben, vous le savez, on en a parlé un peu, c'est soit la moyenne insuffisante, bien entendu, comme dans tous les autres programmes, soit le fait que vous ne déteniez pas entièrement la base d'admission qui requiert cette fameuse autorisation d'enseigner, entre autres. Puis c'est pas parce qu'on ne vous aime pas, puis c'est pas parce qu'on veut poser un obstacle, c'est une exigence des employeurs. Et nous sommes ici en formation professionnelle, faut-il le rappeler. Excellent. Merci. Nous avons une autre question. Quelle est la différence entre le DESS et la maîtrise en administration de l'éducation? Bon, d'abord, il existe une version professionnelle de la maîtrise en éducation qui, elle, donne suite au DESS. Puis le DESS est une exigence pour être admis à la MED, la filière professionnelle, alors que la maîtrise MA en éducation, c'est une maîtrise d'orientation de profil recherche où nous formons des gens qui se destineront à l'avancement des connaissances et à la recherche dans le domaine spécifique de l'administration de l'éducation. Donc, c'est un profil davantage société savante par rapport à un profil davantage formation professionnelle destinée à l'exécution d'un métier, d'une profession, d'un poste spécifique, alors que la MA
en administration forment des chercheurs dans le domaine. Par exemple, les gens qui travaillent sur la relation entre le leadership et la réussite des élèves, les gens qui travaillent sur la gestion du changement, comme votre humble serviteur, les gens qui travaillent sur le développement d'une culture collégiale ou le développement d'une culture de développement professionnel, l'importance du développement professionnel dans l'amélioration d'une école, les gens qui travaillent sur l'éthique de la justice sociale et ses implications dans le monde de l'administration scolaire, sont des chercheurs qui ont pour objet l'univers de l'administration des écoles. Et là, ça va du primaire jusqu'aux études supérieures. Super, merci. Nous avons une autre question. Quels sont les doctorats professionnels disponibles après le DESS? Nous avons un doctorat professionnel en administration scolaire. Il est récent. Il n'en existe pas beaucoup d'autres des doctorats professionnels dans notre faculté. Madame Amar peut me reprendre si je me trompe. Il existe des doctorats professionnels en administration scolaire dans quelques rares autres canadiennes anglaises principalement, à University of Toronto, entre autres. Mais c'est une nouveauté considérable, ce doctorat professionnel qui est designé totalement autrement, hein, et dans les séminaires qu'on donne et dans les exigences pour passer les étapes d'un doctorat professionnel. Ce n'est pas le modèle classique d'un examen de synthèse, par exemple, ou de la réalisation d'une thèse de doctorat. Ce sont des travaux qui sont résolument centrés sur la pratique même de l'étudiant dans son contexte professionnel. Excellent, merci. Nous avons une autre question qui nous vient, je crois, d'un étudiant étranger. Donc, laissez-moi savoir si vous êtes capable de répondre. Avec ma licence, entre parenthèses, Bac plus 5, puis-je directement faire le PhD ou d'abord faire la maîtrise? Oh, il faudrait que je me rappelle quelle est l'équivalence du Bac plus 5. Je ne pense pas que vous soyez... Je pense que le Bac plus 5 serait une base d'admission pour la maîtrise avant de l'être pour le doctorat. Je ne pense pas me tromper, mais je pourrais laisser ma collègue compléter ma réponse. Oui. Mais à première vue, ça vous rend admissible pour fort probablement davantage pour une maîtrise, mais probablement pas pour un doctorat. En fait, merci Marc-André. Je vais compléter par rapport à cette question-là. Est-ce qu'on parle d'un bac plus 5 dans le système LMD, donc 3 ans de premier cycle et 2 ans de deuxième cycle? Si c'est le cas, ça serait, oui, la personne serait éventuellement éligible au doctorat. Si c'est 5 ans de premier cycle, ça sera à la maîtrise. D'accord. Merci, Madame Amar. Excellent. Merci beaucoup, Madame Amar. On peut poursuivre avec d'autres questions qui nous ont été posées. Pourrais-je être admis si je n'ai pas de permis d'enseignement? Malheureusement, à première vue, non, à moins que vous ayez une autorisation temporaire. Ce qu'on appelle une autorisation temporaire, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas encore l'autorisation permanente et qui a une autorisation partielle, surtout en période de pénurie comme nous vivons actuellement. Les autorisations temporaires se sont multipliées, mais malheureusement, je dis malheureusement parce que personnellement, je pense qu'on devrait admettre au-delà de cette restriction, mais ce n'est pas le cas parce qu'il y a des exigences qui nous sont imposées par les employeurs. Et par ailleurs, il y a un autre programme un peu cousin qui est actuellement en révision, qui lui serait davantage ouvert, il s'appelle le DASEF, qui est en révision actuellement, qui devrait être révisé au cours de la prochaine année, qui lui serait davantage ouvert à des gens d'ici et d'ailleurs qui aimeraient embrasser des fonctions relatives à l'administration scolaire. C'est un autre DESS qui n'a pas les mêmes exigences
encadrés juridiquement par le gouvernement et les employeurs au Québec. Excellent, merci beaucoup. On a le temps de répondre rapidement à peut-être une dernière question. Y a-t-il un stage dans le DESS? Oui, oui, il y a une possibilité de faire une observation. Oui, c'est un stage d'observation de la fonction. Puis aussi, vous avez un autre cours qui s'appelle Laboratoire de leadership, où il y a assez fréquemment des thématiques qui sont choisies et sur lesquelles on va demander aux gens d'aller faire des observations spécifiques. Mais dans tous les cas, attention, sans être des stages nécessairement, il y a beaucoup de travaux dans plusieurs cours qui comportent des applications concrètes dans la réalité de votre école. Par exemple, moi, j'enseigne la gestion du changement et le travail de session de mes étudiants consiste à réaliser un projet de changement dans leur propre établissement. Et moi, je les accompagne concrètement de semaine à semaine dans la conception et la réalisation. Alors, il y a beaucoup de sciences appliquées ici, là. Il faut comprendre. On est dans une filière de formation professionnelle. Alors, ce n'est pas que la transmission de savoir savant que nous visons ici. Nous visons bien l'application de connaissances acquises. J'espère que j'ai bien répondu. Excellent. Donc, on a une dernière petite mini-question. Pouvez-vous, s'il vous plaît, définir l'acronyme DAZEF ou le DAZEF? Diplôme avancé sur les systèmes. Oui, c'est ça. Diplôme avancé sur les systèmes d'éducation et de formation. Ça a aussi des visées internationales, c'est-à-dire permettre à nos collègues venus d'ailleurs de se perfectionner dans certains aspects de l'administration scolaire dans d'autres systèmes. Ou au contraire, des jeunes venus d'ici d'apprendre des choses qui leur permettraient d'aller travailler ailleurs.